Bonjour, vous le savez, la chaîne a pour but de vulgariser la microbiologie à des non-scientifiques. Parlons donc d'un truc qui n'a rien à voir, enfin si, parlons de ce que je fais en labo. Get in. C'est vrai, on en a déjà parlé, ou plutôt on l'a évoqué. Sauf que on peut aller plus loin dans les détails, et comme ça je peux vous parler de ce que je fais en laboratoire. Et ça me fait un épisode facile aussi. La clownfish, c'est une technique vraiment unique en son genre parce qu'elle ne vous permet pas seulement de colorer vos microbes, dépendamment de s'ils sont là ou pas, elle vous permet de valider une sonde. Et oui, si vous avez vu les épisodes sur la fiche, vous savez qu'on utilise des sondes à ADN pour hybrider nos microbes avec des molécules fluorescentes. Si vous ne le savez pas, ne vous inquiétez pas, il y a toute une série sur la fiche. Plein de techniques, plein de microbes. Et ils brillent tous. Mais pour avoir des microbes qui brillent, il faut des sondes. Et pour avoir des sondes, il faut qu'on les valide scientifiquement. Et c'est là où on va se heurter à un gros mur. Ou plutôt le mur va se heurter à nous. Parce qu'en effet, s'il y a des tas et des tas de sondes qui sont facilement accessibles pour le microbiote humain, les microbiologistes comme moi qui étudient des microbes dont tout le monde se fout dans les sédiments, dans les lacs acides, dans les abysses, ou même Dans ton cul. dans les marais salants, nous on est un peu sur le côté. Pourquoi? Parce que la plupart de ces microbes, bien, on ne les connaît pas vraiment, et surtout, on n'arrive pas à les cultiver. Je vous rappelle qu'on ne connaît que 1% de la diversité microbienne actuelle. Ça veut dire qu'il nous reste quand même beaucoup de boulot. Et dans ce pourcent, il n'y a pas tout qui est cultivé. Ça nous laisse encore énormément de boulot. Et vous allez me dire, pourquoi on a besoin de cultiver nos microbes pour prouver que notre sonde marche? Eh bien en fait, quand on cultive un microbe, ça nous permet d'être sûr à 100% qu'on l'a en culture pure, et donc on l'utilise pour faire des tests pour savoir si nos sondes à ADN, dans ce cas les sondes pour le fish, marchent. On s'assure aussi qu'elle ne s'hybride pas à tout va. Si vous cherchez un microbe très rare et que vous utilisez une sonde qui ne s'hybride pas du tout à ce microbe, vous pouvez avoir des très mauvaises surprises. Et il est là le problème. Si j'observe votre microbiote intestinal, je vais avoir beaucoup plus de facilité à faire une fiche dessus que si j'observe la microbiologie de Yellowstone. Je n'ai pas vraiment envie de voir votre microbiote intestinal, mais c'est pour l'image. Et donc, pour passer à travers ce problème de cultiver son microbe pour valider sa sonde, pour s'assurer qu'elle fixe correctement ce que l'on cherche, et qu'elle ne fixe pas ce dont on se fout, ça veut dire qu'elle n'est pas spécifique, eh bien on a justement cette technique qui a été mise au point par Schramm et collègues en 2002 qui s'appelle la clownfish. Et donc oui, la clownfish, eh bien ça aide à valider une sonde. Je le dis et je le répète, mais c'est important. Sauf que pour valider une sonde, il faut donc un micro-organisme seul, pour être sûr de la spécificité de cette sonde. Et un micro-organisme qui se cultive seul, ça peut prendre beaucoup de temps. Les Asgardiens, par exemple, ça a mis 7 ans pour des Asgardiens. Si vous ne savez pas de quoi je parle quand je parle d'Asgardiens, il y a un épisode sur les archées à ce propos, il se pourrait qu'il y en ait un deuxième qui arrive. Il faut donc penser à s'abonner pour suivre un peu ce qui arrive. On va parler de dieux nordiques et de microbes. Mais on a quand même plusieurs problèmes. En plus de ça, on a notamment un problème de la séquence, parce que oui, si vous voulez observer la présence d'un gène, il faut connaître ce gène. Bon, en général, on n'a pas trop de soucis, puisque le microbiologiste, quand il a un échantillon, le premier truc qu'il fait, c'est qu'il séquence. Ne vous inquiétez pas, un jour on aura un épisode sur le sequencing. Ça utilise beaucoup les blablabla. Oui, ça tease beaucoup, c'est-à-dire que la chaîne va continuer encore longtemps. Donc une fois que vous avez votre séquence de gènes, il vous faut donc un contrôle positif, le fameux micro-organisme isolé en culture. Sauf que vous n'avez peut-être pas ce micro-organisme isolé en culture, peut-être que personne ne l'a fait. Rappelez-vous par exemple les épisodes sur les prédateurs, où je vous dis qu'il est extrêmement difficile d'isoler un prédateur, puisque il a besoin de sa proie pour grossir. Et donc, eh bien, comme contrôle positif, on peut utiliser justement cette souche pure, ou pas. C'est là justement où Schramm et collègues arrivent, parce que ce qu'il vous faut, c'est de vous assurer que la sonde s'attache au bon gène et au bon endroit. Donc tout ce qu'il vous faut, techniquement, c'est de séparer cette séquence, de la mettre dans un vecteur, de mettre ce vecteur dans une cellule, et paf, ça fait une fiche, ou des chocs à pic qui brillent. Et tout ça, on sait le faire très bien. Et c'est notamment ce que l'équipe de Schramm et collègues en 2002 a fait. Et toutes les méthodes qui sont décrites dans ce papier, on va en parler aujourd'hui. Oui, ça fait une longue intro, mais je préfère être complet. La première technique que l'on va voir, c'est la PCR. Oui, la PCR, c'est une technique un peu basique. Je suis sûr que vous en avez entendu parler il y a peu de temps. Mais on va pas parler de ça aujourd'hui, on va juste parler de la technique. Le PCR, c'est un outil dont tout le monde en biologie moléculaire se sert. Et vous allez me dire, eh bien, comment ça marche? Eh bien, en gros, un génome, c'est un ensemble de gènes. Et ces gènes sont composés d'une séance de petites molécules que l'on appelle des nucléotides. Adénine, thymine, cytosine et guanine. ATCG. Et chaque gène a une séquence unique en A, T, C et G. Vous pouvez avoir plein de A, plein de G, plein de T, tout le touti. Et tout ça, ça compose l'ADN. Et quand on connaît ces séquences en A, T, C et G, on peut les isoler, on peut en faire des sondes, ou plutôt des amorces. Des petites séquences d'ADN très courtes qui vont encadrer le début et la fin d'un gène. Et ça sert énormément, parce que ces séquences, elles vont aller se fixer au gène. Et alors vous allez me dire,
comment que ça marche tout ça? Eh bien, quand vous mettez vos amorces dans votre mélange avec l'ADN que vous avez extrait, vous allez chauffer ça avec un mélange d'enzymes, de nucléotides et de tout un tas de bonnes choses. Et ce qui va se passer, c'est que dans un premier temps, vous allez chauffer énormément l'ADN, ce qui va le séparer. Parce que oui, l'ADN a 2 brins. Un peu compliqué, est-ce qu'on verra ça plus tard? Probablement. Mais pour le moment, contentez-vous de me suivre et de regarder les jolis schémas. Une fois qu'on a séparé nos brins d'ADN, nos amorces de PCR vont s'hybrider. On va redescendre la température, ce qui va les aider à se coller en fait à la séquence complémentaire du gène d'intérêt, ce qui va les aider à s'hybrider à la séquence du gène d'intérêt. Puis, on va remonter un tout petit peu la température, histoire de réveiller l'enzyme. Et cette enzyme, elle va faire le boulot de dupliquer l'ADN. 3 étapes dont je vous ai parlé, qui sont la dénaturation, l'hybridation et la duplication, ça s'appelle un cycle. En général, en PCR, on fait une trentaine, quarantaine de cycles. Des fois, on en fait un peu plus, des fois, on en fait un peu moins. Et à la fin de ces cycles, on va avoir un gène spécifique augmenté. On va avoir une grosse concentration unique d'une séquence que l'on recherche. C'est la théorie. En vrai, il se passe toujours un truc qui ne va pas, mais gardez juste la théorie en tête. Ensuite, ce qu'on va faire migrer cet ADN. Alors nous, on va pas attendre le changement de saison, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un gel d'agarose, un sucre assez dense avec un maillage de molécules qui va bloquer la migration de l'ADN. On va faire migrer cet ADN via un champ électrique d'un point A à un point B. Oui, je pense que je vais mettre un joli schéma encore. Et plus l'ADN aura migré, plus sa taille sera petite. Bon, en général, on met une migration d'un certain temps, ça peut varier selon les appareils, selon le champ, mais on va dire, allez, on va faire migrer pendant 20 minutes. Au bout de ces 20 minutes, on va avoir un gradient d'ADN où on aura des tout petits morceaux qui seront très loin du départ et des gros morceaux qui seront très près du départ. Et en même temps qu'on a fait migrer notre morceau d'ADN, eh bien on a ce que l'on va appeler une échelle, plutôt un témoin. Ce sont des petits morceaux d'ADN de taille connue et qui vont justement nous servir d'étalonnage. On va donc avoir des brins d'ADN avec un marquage précis, et selon où se situera notre brin mystère, on saura bien la taille de ce brin. Et de la taille de ce brin, on pourra déduire qu'effectivement, on a bel et bien amplifié le gène que l'on cherchait. Oui, je sais, ça fait un peu beaucoup à apprendre, mais j'espère que ça fera sens avec les schémas. Vous pouvez le ramener dans les commentaires. Ça, on fera un autre épisode dessus. Tout à fait. Ah oui, le clonage, Star Wars, Dolly, Patrick Timsit. Ils clonent des moutons. Alors on va parler de clonage assez vite, parce que c'est pas non plus quelque chose de très compliqué, et c'est surtout probablement quelque chose très éloigné de ce que vous vous imaginez. Ce qui est normal, mais ce qui est pas vraiment grave. La chaîne est là pour ça. Quand on clone un gène, on l'introduit dans ce que l'on appelle un plasmide. Un plasmide, c'est un petit chromosome de bactéries. En fait, un plasmide, c'est quelque chose que l'on va insérer dans une cellule. En général, on utilise Escherichia coli, parce que c'est un peu notre rat de laboratoire. Et ce plasmide, eh bien, ce qu'on va faire avant de l'insérer, on va le mettre en contact avec notre morceau de gène que l'on a isolé juste avant, par électrophorèse. Quoi, tout s'emboîte. Et on va insérer ce plasmide dans la cellule. Alors en général, on a 2 techniques. Soit on fait ça par choc thermique, soit on fait ça par électrophorèse. Moi je fais ça par choc thermique. Chacun ses goûts. Alors oui, c'est un peu violent. Ah non, pas de mais, c'est un peu violent. Ensuite, une fois qu'on a inséré ce petit plasmide dans notre cellule, eh bien on va l'étaler dans une boîte de pétri. Mais l'aventure n'est pas finie pour cette cellule parce que cette boîte de pétri elle a un petit secret. Elle contient des antibiotiques. En effet, on veut s'assurer que le plasmide soit bien dans notre cellule. On va donc effectuer tout un tas de tests. Le premier étant que dans ce plasmide, il y a une résistance aux antibiotiques. On va donc prendre un des antibiotiques à laquelle notre cellule devrait être résistante. Et si elle a absorbé ce plasmide, avec justement peut-être notre morceau d'ADN, eh bien elle va développer justement une résistance aux antibiotiques. Et elle va donc se développer sur une boîte de pétri qui normalement devrait lui être mortelle. Ça s'appelle une sélection. Puis on laisse pousser ça pendant 24 heures, le temps que la petite bête grossisse à 37 degrés. Et Escherichia coli se multiplie à 37 degrés en 20 minutes, dans une boîte de pétri. Donc ça se multiplie assez rapidement. Puis le lendemain, on va récupérer nos bactéries. Et maintenant ce qu'on va faire, eh bien, d'un côté, on va prélever nos bactéries et faire une PCR à nouveau dessus. Mais une PCR un peu spéciale, parce que cette fois, on va s'assurer non seulement que le plasmide est inséré, mais que ce plasmide a également reçu le morceau de gène. Donc on va effectivement faire une petite manipulation, où on va prendre d'autres amorces de PCR et mesurer la taille de notre morceau d'ADN. Et encore une fois, si la taille correspond à nos attentes, notre insertion de gène a marché. Oui, parce que peut-être que la bactérie a reçu le plasmide, mais le plasmide n'a peut-être pas absorbé notre morceau de gène. Oui, il y a beaucoup de choses qui peuvent aller très mal.
Donc il y a beaucoup de contrôle. Et dans un second temps, les bactéries qui seront positives, qui auront donc le plasmide et notre petit bout de gène d'intérêt, elles vont être mises dans un milieu liquide. Pourquoi? Parce qu'en fait elles se développent beaucoup plus rapidement, plus abondamment. La raison pour laquelle on ne met pas en milieu liquide tout de suite, c'est parce que en milieu solide, on va avoir plusieurs colonies de bactéries. On va donc avoir une différenciation, on va donc moins risquer d'avoir une bactérie avec le plasmide dont on ne veut pas. Le clonage, c'est une technique très pratique qui nous permet de multiplier un gène d'intérêt. En fait, on fait bosser la bactérie à notre place. Donc oui, on lui a fait un choc thermique, et après on l'a fait bosser. C'est ça le capitalisme. La recherche. Donc on a la PCR, on a le clonage. Est-ce que maintenant on parlerait pas de la partie fiche de notre clone fiche? Alors oui, on fait notre fiche. Bon, je vous en ai déjà parlé de la fiche dans un épisode auparavant. On a même fait une grosse série dessus. Là, il n'y a rien de spécial, hein. C'est le moment où vous, justement, hybridez votre Escherichia coli avec la séquence spécifique et la sonde dont vous voulez démontrer l'utilité. Alors oui, vous allez me dire, mais normalement, si la séquence est celle que l'on cherche, que la sonde devrait normalement se diriger sur celle que l'on cherche, on ne devrait pas avoir de soucis. Oui, normalement. Parce que la conformation de l'ADN peut faire que souvent ça peut avoir certains problèmes au niveau de l'hybridation. On peut se retrouver avec un ADN qui va être en boucle, ou en tire-bouchon, si je peux m'exprimer ainsi, et qui va empêcher justement la sonde de s'hybrider. On va donc devoir trouver une autre région du gène pour hybrider notre sonde. Il faut aussi qu'on joue avec les concentrations en produits chimiques, parce que chaque sonde a sa spécificité. Certaines vont avoir besoin de certains composés en plus grande concentration, certaines en plus petite concentration. Donc il y aura énormément de facteurs ou il y aura énormément de leviers à actionner pour avoir une hybridation correcte. Alors oui, maintenant c'est l'observation. Vous êtes heureux, vous êtes content après une semaine entière de boulot, parce que oui, tout ça, ça prend quand même une semaine, plus ou moins, mais ça prend quand même plus ou moins une semaine. Eh bien vous allez pouvoir observer les fruits de votre travail, ou de l'échec. Comme je l'ai dit auparavant, ça ne marche pas toujours. Et surtout, lorsque vous le faites, vous n'oubliez pas de faire un contrôle négatif. C'est quoi un contrôle négatif? Eh bien, je suis content que tu le demandes. Alors, en fait, c'est dans le script. Je sais, mais reste dans ton personnage. Un contrôle négatif, eh bien, c'est une cellule sur laquelle la fiche ne devrait pas marcher. En général, un contrôle négatif, c'est plus un test qui devrait être négatif. Par exemple, en l'occurrence, je vais utiliser un microbe où je sais qu'il n'y a aucune chance que ma sonde marche, et voir justement si ma sonde ne marche pas. Et si ma sonde marche, eh ben, j'ai fait une semaine de boulot pour rien. Et je vais donc avoir besoin de refaire une semaine de boulot pour retrouver pourquoi ça n'a pas marché. Oui, ça arrive. La clone fiche est une technique très complète. C'est un peu la salade tomate-oignon du microbiologiste. Je trouve que c'est une technique très intéressante à enseigner à des étudiants, et c'est une technique que j'ai utilisée énormément. Lorsque vous avez besoin d'un gène et qu'il n'y a pas de contrôle positif, c'est une technique tout à fait valable, qui a été prouvée correcte, et qui vous permet en plus de pratiquer tout un tas de petites techniques, ce qui est quand même plutôt pratique. Et surtout, ça vous permet justement d'éviter cet énorme problème qui est la disponibilité d'un contrôle positif. Un contrôle qui devrait donc être positif. Et puis bon, comme toutes les techniques de fiche, ça fait de jolies photos. Et donc voilà, ce sera tout pour cet épisode sur la clone fiche, une technique très intéressante, très variée en elle-même, qui permet de résoudre énormément de problèmes et qui a un intérêt pédagogique certain. Je vous remercie de m'avoir suivi, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. L'épisode a fait appel à beaucoup de vidéos dont on a déjà parlé. N'hésitez donc pas à aller faire un petit tour sur la chaîne, il y a plein de vidéos qui parlent de fiches, de clones et de microbes. Moi je vous dis à la prochaine pour plus de vidéos et plus de microbes.